Donc, salut Christian, on est content de te recevoir ici dans notre salle de cours avec ta promotion qui porte ton nom. Voilà, je te montre. Et ça nous fait bien plaisir que tu aies accepté de porter le nom de la promo. Oui. Et puis, écoute, voilà, on va échanger quelques minutes histoire que tu te présentes, que les élèves te connaissent, même si la plupart, évidemment, te connaissent déjà sur les réseaux. Mais tu vas nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et tout ce que tu fais un petit peu aujourd'hui dans la vie. Il est quelle heure à Québec ou à Montréal? 8h44 du matin. D'accord, 9h moins le quart. OK, nous, il est 3h moins le quart. OK. Bon, comment ça va tout d'abord, Christian? Réponse honnête, plutôt fatigué. On a eu une soirée bien arrosée hier. Ah bon? D'accord, très bien. La situation, le Québec, on est en fin de confinement, donc c'est la première fois que les restaurants étaient disponibles. OK. Et avec deux jeunes enfants, on a trouvé quelqu'un qui s'occupe des enfants. D'accord. Donc c'est la première fois qu'on peut en profiter. Très bien. Tu me disais que tu réservais ton mercredi aux réseaux sociaux et à tout ce que tu fais sur Internet? Ouais. D'accord. C'est quoi l'activité aujourd'hui que tu as prévue? En fait, c'est les lundis, mercredis, vendredis sont mes journées où je concentre l'ensemble du travail de création. Si on parle, un exemple, écriture d'articles, écriture de séminaires, de conférences, j'ai trois nouvelles conférences à préparer sur la performance athlétique. Deux de longue durée, une de courte durée qui va être seulement quelques heures. J'ai normalement 2 à 4 articles à écrire par semaine. Et là, on parle d'environ 2000 à 4000 mots, tout dépendant sur les sujets X. Donc, les journées lundi, mercredi, vendredi, c'est les journées où j'ai beaucoup plus de disponibilité parce qu'on a accès à la crèche. Donc, j'ai concentré mon activité sur ces journées-là. Et c'est aussi mes plus grosses journées d'entraînement. Surtout que présentement, j'ai recentré mon entraînement plus du côté performance. Je suis de retour à l'haltérophilie. Ah, d'accord, très bien. À la base, je viens de l'haltérophilie. Ouais. Ceux qui sont plus jeunes, je dirais, qui me connaissent plus par mon matériel plus récent, je dirais, vont me voir comme un spécialiste de la composition corporelle, alors que j'ai toujours été un préparateur physique. Je viens de l'haltérophilie et avant ça, le football américain. Et les 12 premières années de ma carrière ont été impliquées majoritairement avec des athlètes. C'est seulement quand j'ai commencé à publier pour le site T-Nation ils ont essayé de me créer un branding plus expert en composition corporelle. Parce que moi, je vais être très honnête avec toi que je déteste avec une vengeance exceptionnelle. Je vais faire un photoshoot par 2 ans pour avoir assez de matériel pour avoir l'air de quelqu'un qui vit la vie mais je déteste ça. J'ai toujours un Woody quand je m'entraîne, ces choses-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que tout le monde connaît un peu Charles Poliquin. Oui, tout à Et fait. l'expérience Poliquin, ce qui est arrivé, c'est que Charles était un préparateur physique, travaillait avec des joueurs de volleyball, patineurs de vitesse. Et quand la revue Muscle Media 2000 l'ont engagé, et là on parle d'il y a 30 ans environ, ils ont pris ses méthodes d'entraînement athlétique et lui ont demandé de l'appliquer plus vers l'entraînement en composition corporelle. Et ça a été un succès monumental. D'accord. Surtout parce que là, si on revient 30 ans en arrière, toi et moi, on se rappelle un peu de la situation. La plupart de tes élèves ne le savent pas. L'entraînement était vraiment axé sur les méthodes plus bodybuilding, la pompe, c'est ce qui était populaire. C'est 3 vrai. séries de 12, 3 séries de 10. Et quelqu'un arrive avec des méthodes complètement nouvelles. On parle de cluster, on parle de rest pause, on parle du lourd pour développer de la masse musculaire, on parle de système nerveux, on parle de ratio de fibres musculaires. Ça a pris le monde un peu par surprise et c'était un énorme succès. Et ensuite, éventuellement, Charles a inventé, a pris part à la création de T-Nation et c'est un succès aussi. Quand il y a eu une séparation, là, le magazine se cherchait quelqu'un pour être capable de reprendre le flambeau et recréer cette expérience-là. Ils ont essayé avec 2, 3 autres personnes, ça n'a pas bien fonctionné. Étant donné que j'étais du même expérience, j'étais aussi un franco-canadien, ils ont réessayé ça avec moi. Ça a bien marché, mais malheureusement, pour
je te dirais, ma crédibilité professionnelle, ça a souffert un coup. Parce que j'étais un spécialiste de la préparation physique. Et là, tout d'un coup, j'étais du côté marketing, vu comme un culturiste bodybuilder, qui est essentiellement l'image que je ne veux pas projeter. D'accord. Mais pour lancer une carrière, j'ai pilé un peu sur mon orgueil et ça a donné ce que ça donne. D'accord, oui. Tu as quand même cette image-là aujourd'hui. Ouais. Tu as quand même cette image-là de préparation physique bodybuildier, c'est vrai, hein, avec de la sèche et tout un tas de trucs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être un petit peu changer cette image si tu reviens à l'haltérophilie, à la musculation fonctionnelle, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux et dans le monde de la communication, tu es identifié comme ça un petit peu. C'est vrai. Oui, et seulement, parce que je regarde, j'analyse beaucoup tous les posts que je mets sur Instagram, les interactions que j'ai, et je remarque que tous les posts axés plus composition corporelle, perte de poids, beaucoup plus de réponses que quand je vais mettre du fonctionnel. Et je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qui me peine. Parce que ça me montre à quel point la pente va être à pic pour retourner à ma vraie passion, si on veut. Mais que veux-tu? D'accord. Alors, tu sais que je t'ai envoyé une masse trainer et donc un jour ou l'autre, j'espère bien te voir la manipuler parce qu'en matière de fonctionnalité, tu vas découvrir des choses aussi, puisque moi aussi, ancien haltérophile, je me suis régalé de découvrir cet outil-là aujourd'hui. Et donc, voilà, ça sera avec plaisir que je t'accompagnerai. En fait, je l'utilise beaucoup, en fait. Ouais, c'est vrai? Oui, mais c'est très, 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 très de base que je fais. La raison principale que je l'utilise, c'est pour plus une réathlétisation de l'épaule, je dirais. Parfait. Parce que à cause d'une expérience plutôt manquée ou ratée avec les anneaux de gymnastique, oui. Faut comprendre un peu ma personnalité. Je suis quelqu'un d'extrêmement excessif. OK? Et je me suis lancé il y a quelques années dans la maîtrise des anneaux de gymnastique. Et là, on parle d'un individu qui pesait à ce moment-là 105 kilos, qui n'a aucune base en entraînement corporel et qui se lance dans les anneaux de gymnastique. Et étant excessif, je faisais 2 séances de 2 heures par jour. On peut imaginer le résultat. Hein? Et ce qui fait que mon coude droit ne va plus en extension complète, ce qui a amené une compensation au niveau de l'épaule. Et au niveau de l'espace, je dirais, là, où les tendons de la coiffe des rotateurs passent, il y a comme une cavité qui est créée par autant la structure osseuse que le ligament. Ça s'est affaissé. Parce qu'on sait que les os, les os, peuvent changer. C'est comme n'importe quelle cellule, ils vont répondre au stress mécanique. Et si un stress mécanique est répétitif sur une très longue période, il peut y avoir une reformation des os. Tout à fait. Et ça a affaissé la cavité, qui crée une compression au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs, qui amène une blessure au niveau de l'épaule. Et je ne suis plus capable de pousser lourd. Et le travail que je dois faire pour retrouver une mobilité au-dessus de la tête, c'est vraiment amener le bras au-dessus avec charge pour graduellement créer une ouverture, si tu veux, de cette cavité-là. Je fais beaucoup de travail de suspension aussi, ces choses-là, parce que j'ai déjà fait 142 à l'arraché et quand j'ai commencé, j'étais incapable de faire un overhead squat avec le manche à balai. Ah ouais, oui, tout à fait. Ça va être. Mais, alors, mais je fais le tous les matins. Dernière question d'un haltérophile. Alors, tu as pu récupérer l'overhead squat ou pas pour le moment? Oui, oui, Rad, étant donné comme je suis excessif, je fais beaucoup, beaucoup de travail de mobilité. Mace trainer au début de chaque entraînement qui va vraiment ouvrir mon épaule, donc ça aide beaucoup pour ça. Et la semaine passée est le premier moment où j'ai retrouvé cette mobilité-là. C'est pas encore parfait. Disons que j'ai plus l'air de David Rigert que de Lou Jaijung au point de vue position. Tu vas pouvoir comprendre ce que je veux dire au point de vue de la position. Mais étant donné en plus que j'ai des bras courts, des gros trapèzes, c'est plus difficile pour la mobilité. Mais oui, je suis rendu à un point où je suis capable de faire de l'arraché complet. Donc, c'est une grande victoire, je dirais. Très bien, oui, une des premières, oui, tout à fait. Alors écoute, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à un élève qui voudrait éventuellement te poser des questions. Une petite question sur la carrière de Christian.
Okay. On- Alors, il y en a un qui me demande de ton parcours professionnel. Autre que sportif, est-ce que tu as toujours trempé dans le sport de manière professionnelle ou tu as vraiment eu aussi un parcours professionnel à côté? En fait, j'ai été extrêmement chanceux. Beaucoup de personnes me demandent des conseils sur le développement d'une carrière professionnelle de préparateur physique. Et je dois dire honnêtement que je suis la pire personne à qui demander des conseils parce qu'à l'âge de 19 ans, je travaillais déjà avec des athlètes professionnels. Joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey, patineuse artistique de niveau mondial et olympique. Et c'était un coup de chance. Je viens d'une très petite ville canadienne où le sport n'est pas nécessairement développé. On avait une seule personne qui faisait la préparation physique et par défaut avait l'ensemble des athlètes dans la région. Et cette personne-là, ça donnait que c'était mon mentor. Et il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir enseigner les mouvements d'haltérophilie à ces athlètes-là dans la salle, parce que lui n'était pas spécialisé là-dedans. Étant donné que c'était mon background, ben, j'ai commencé à entraîner ces athlètes à l'âge de 19 ans, alors que certains avaient dans la trentaine, majoritairement pour l'haltérophilie. J'avais Joanie Rochette qui a gagné une médaille d'argent aux Olympiques en patinage artistique, qui était excellente à l'épaule jetée en passant. J'aurais pu l'amener en compétition au Jeux du Québec en haltérophilie si elle n'avait pas été aussi bonne en patin. Donc, pendant ces années-là, je te dirais, l'année suivante, j'ai repris le contrôle de l'ensemble de la programmation. Donc, à 20 ans, j'avais déjà un peu le parcours assuré au point de vue athlétique. Et ça m'a donné la confiance d'écrire mon premier bouquin parce que je pensais vraiment que j'étais compétent. 19 ans, à entraîner des athlètes, je dois vraiment être très bon, alors qu'en réalité, je connaissais absolument rien. Mais ça m'a quand même permis d'écrire un livre qui était un certain succès et ça m'a ouvert des portes pour avoir d'autres emplois comme préparateur physique. J'allais préparateur physique aux États-Unis avec ça. Et ça a déboulé. Donc, essentiellement, un coup de chance où une personne qui avait mon bien à cœur m'a permis de lancer une carrière qui maintenant dure depuis 25 ans. D'accord. Je crois très peu à la chance. Je crois qu'on la provoque et que tout ce qui arrive quand même vient des choses qu'on a mis en place. Après, il y a des opportunités ou pas, mais la chance, on se la crée, hein, Christian. Exact. On a aussi des élèves qui sont à distance et en ligne. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur les distanciels? Alors, Noah. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu le palmarès que M. Thibodeau a. Allez, Christian, ton palmarès sportif. C'est littéralement la question que je déteste le plus répondre. J'étais personnellement un athlète médiocre. Je dirais que j'ai un passé athlétique très vaste, majoritairement parce que j'étais mauvais dans tout et que j'avais le besoin profond d'être perçu comme un athlète de bon niveau. Alors, je valsais d'un sport à l'autre pour peut-être trouver le sport où je n'allais pas me démarquer. Le premier sport où j'ai compétit, évidemment, comme l'ensemble des Québécois, j'ai joué au hockey, le soccer ou le football, le baseball. Mais mes premiers sports où j'ai vraiment poussé, ça a été ironiquement le golf. J'ai fait le championnat provincial en golf. Junior, j'ai compétitionné jusqu'à l'âge de 19 ans. Je dirais qu'à 18 ans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé l'entraînement d'haltérophilie. En premier lieu pour améliorer mes performances au football américain, mais aussi au golf, parce que mon idole au golf était un monsieur qui s'appelait Jason Zuback, qui était en fait un compétiteur en coup de départ à longue distance. Et son entraînement était axé sur l'haltérophilie. Et je suis tombé amoureux de ça. De ça qu'à l'âge de 19 ans, j'ai échangé le golf pour l'haltérophilie. Je me suis classé au championnat canadien. J'ai malheureusement fait 0 les 2 fois parce que je suis une personne qui est excessivement mauvaise sous pression en sport. Mon meilleur arraché était 142, mon meilleur épaule jeté 175. Mais en compétition, j'ai déjà fait 0 au national avec 115 à l'arraché.
Ah ouais. Mon dernier championnat canadien, d'habitude, j'ouvrais souvent à 125 et je faisais souvent 0, même si c'est quelque chose que je pouvais faire en double ou en triple. Je me rappelle, mon dernier Canadien, je vais jouer ça sécuritaire parce qu'une fois que la première barre est passée, le stress est passé, ça va bien. Donc, je vais faire 115 kilos pour commencer. Et j'ai fait un 0. Et j'étais en pleurs dans la salle d'échauffement. J'ai pris ma dernière échauffement qui était à 115 et j'ai fait un triple en arraché debout avec. Donc, très mauvaise compétition. Mais j'ai aussi joué, évidemment, j'ai joué au rugby 2 ans, qui est mon sport favori. Mais au Canada, ce n'était pas très développé à ce moment-là. Ça ne l'est pas encore d'ailleurs. Football américain, 10 ans. J'ai été entraîneur de football américain pendant 9 ans. On a gagné 3 championnats provinciaux. Et si on parle au point de vue du pedigree plus des athlètes avec qui j'ai travaillé, ben, c'est quand même, j'ai travaillé avec des athlètes de 28 sports différents. Ah, ouais. Si on inclut le CrossFit là-dedans, j'ai des athlètes qui ont fait les CrossFit Games, beaucoup qui ont fait les régionaux en CrossFit. J'ai plusieurs Olympiens, 2 médaillés, des athlètes professionnels en football américain, football canadien, qui est un peu la même chose, mais avec des règles légèrement différentes, joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey. Je dirais que c'est les 3 sports majeurs. C'est évidemment, et là, je vais te dire honnêtement, c'est quelque chose qui me rend extrêmement inconfortable parce que je déteste parler des athlètes avec qui j'ai travaillé. Parce que c'est absolument pas une mesure de compétence. Mm-hmm. On connaît tous des préparateurs physiques qui ont travaillé avec des athlètes d'excessivement haut niveau et qui sont médiocres. Et on connaît des entraîneurs qui sont phénoménaux, mais qui travaillent majoritairement avec les jeunes. D'ailleurs, moi, ma croyance profonde est que les meilleurs préparateurs physiques devraient travailler avec les jeunes. Parce que c'est là qu'on développe une fondation qui va être excessivement difficile à corriger si on a eu un mauvais développement au départ. Malheureusement, la gloire et l'argent viennent avec les professionnels. Mais ce que je veux te dire, sincèrement, les athlètes professionnels, dans la majorité des cas, sont les athlètes que j'ai eu le moins de plaisir à entraîner. On a beaucoup de limitations. C'est des personnes qui, normalement, ont des habilités tellement développées que ce n'est pas des personnes qui accordent une grosse importance à la préparation physique. L'athlète qui est le plus intéressant à entraîner, c'est l'athlète qui est très moyen et qui sait que s'entraîner dur, ça va être la seule façon de pouvoir rivaliser avec les personnes de plus haut niveau. Tout à fait. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai une question, moi, sur aujourd'hui, on te connaît à travers les réseaux sociaux. Tu es un des préparateurs physiques les plus en vue sur les réseaux. Comment ça s'est fait, ce cheminement? Parce que voilà, tu parlais de préparation physique il y a 30 ans. On est déjà d'une génération qui normalement n'est pas née avec et qui a découvert l'outil. Tu vois, on se dit peut-être que des jeunes pourraient faire mieux. Et puis, ben, on s'aperçoit que des personnalités comme toi, Christian Thibaudeau, Aurélien Broussal ou d'autres, ont déjà de la bouteille et performent aussi sur ces réseaux où il faut communiquer, être dynamique, alimenté aussi. Voilà. Comment est venu le cheminement? Ben, ce qui m'a quand même aidé, c'est que j'ai quand même une présence en ligne depuis 1995. Les débuts de l'Internet. Donc, j'avais mon propre site web en 95. Je vais avoir 20 ans, 21 ans. J'étais relativement jeune à ce moment-là. Et relativement rapidement, si je ne me trompe pas, en 99 ou 2000, j'ai commencé à publier pour le magazine en ligne T-Nation. T-Nation, qui était à ce moment-là le magazine sur l'entraînement Internet le plus populaire. On avait des Charles Poliquin, des Ian King, des grands noms de la préparation physique américaine et européenne qui écrivaient pour le site. Et ça m'a fait une grande planche de lancement, si tu veux. Et étant donné que j'ai été leur écrivain majoritaire ou principal pendant une vingtaine d'années, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'avais déjà une base un petit peu. D'accord. Donc, ça a beaucoup aidé. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que personnellement, l'erreur à faire, et malheureusement, c'est quelque chose que mon ancien partenaire d'affaires m'a forcé à faire, c'est d'essayer de jouer le même match que les jeunes célébrités. Oui, d'accord.
qui joue la carte la belle gueule. Ben, vraiment, je n'ai pas une belle gueule. J'ai une belle coupe de cheveux. Je te dirais la seule chose qui va. Elle est à la mode, elle est à la mode. C'est les meilleurs préparateurs physiques sont rasés. Donc, je fais pas. Quand j'ai essayé de jouer cet angle-là, l'angle, le beau physique, là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Je pense que c'est de rester avec ce que toi, tu es passionné. Parce que quand tu es passionné sur un sujet, tu vas bien le communiquer. Et regarde, là, je suis un Québécois avec un accent terrible. Pourtant, quand je vais en France, j'ai un énorme following. Je peux présenter devant des Polonais qui parlent à peine anglais. Pourquoi? Parce que la passion transcende le langage. Et une chose que je peux dire, OK? Ma croyance, c'est que oui, la qualité du matériel est super importante. Mais encore plus important, c'est la passion que tu as quand tu le communiques. Parce que tu dois rendre une personne excitée à l'idée d'appliquer ce qu'elle apprend. Parce que quand tu es excité, tu sais que la personne va être motivée, va vraiment se donner, va avoir des résultats. Donc, c'est pour ça que tu dois te limiter à ce que toi, tu aimes, ce que tu es compétent et non utiliser une stratégie. Stratégie, je veux dire, qu'est-ce qui est populaire présentement et je vais orienter mes enseignements vers ce qui est populaire. Et ça, c'est une erreur. Tu dois aller vers ce que toi, il te passionne. Et communiquer ta passion est plus importante que communiquer tes connaissances. Parce que de toute façon, les connaissances qu'on va enseigner, il y a seulement un 15 à 20 % qui vont être retenus. Ce qui va arriver, c'est que tu plantes une graine qui donne à la personne le goût, l'intérêt de pratiquer, d'en apprendre plus. Et là, c'est là que tu vas pouvoir parfaire tes connaissances. Donc, c'est ça ton rôle. Ton rôle, c'est pas de créer des mini Thibodeau ou des mini Poliquin ou whatever. C'est d'implanter une passion pour que cette personne-là dirige ses propres recherches. C'est quelque chose que je mentionne dans toutes les conférences que je donne. La dernière chose que je veux, c'est que vous appliquiez à la lettre ce que je vous dis. Prenez l'information, comparez-la avec ce que vous utilisez et faites votre propre système. Parce que votre propre système, ça va être vous. C'est votre passion. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez communiquer. Et c'est la recommandation que je peux donner. C'est rester fidèle à vous-même, honnête à vous-même. Voilà, j'allais te demander quelle est la plus grosse qualité pour un jeune coach en formation. Tu as répondu un petit peu, la passion. Moi, de temps en temps, vocation à dire, c'est la curiosité qui mène tout ça. Mais on se rejoint là-dessus, passion, curiosité, voilà. Si tu avais un conseil à un jeune coach aujourd'hui en formation, ça serait lequel? Ben, ça serait ça. Ça serait... Moi, bien, évidemment, chaque personne a une personnalité différente. Tu as des personnes qui sont très, très analytiques et eux vont se concentrer sur une chose en particulier, la pousser. Moi, ce que je recommande, moi, personnellement, okay, parce que j'y vais selon ce qui fonctionne pour moi et mon type de personnalité, c'est faites le plus de formations possible. Apprenez du plus grand nombre d'intervenants possible. Essayez le plus de méthodes différentes possibles. Utilisez, je viens à la base de l'haltérophilie, mais j'ai fait du bodybuilding, j'ai fait du powerlifting, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du bodyweight, j'ai fait le mace trainer, je fais du kettlebell, je fais du farmer's walk, des loaded carry, je fais du sprint. Pourquoi? Un, c'est parce que tu ne sais jamais où tu vas pouvoir aller trouver un petit truc qui va venir complémenter ta propre méthode. Beaucoup de méthodes que j'utilise quand j'étais à mon meilleur en haltérophilie venaient du powerlifting. Et même un petit peu du bodybuilding. Et on le voit avec l'équipe chinoise présentement, où on utilise beaucoup, beaucoup de bodybuilding, alors que c'était vraiment un interdit dans l'ancienne génération. C'est ce que je dis. Apprends du plus grand nombre de personnes possible. Touche à tout, mais une fois que tu as touché à tout, concentre-toi sur c'est quoi qui te passionne le plus, mais sans jamais abandonner le reste. Tu dois avoir une majeure, devenir le meilleur que tu peux possiblement être dans ce créneau-là. OK? Parce que
tu vas toujours être meilleur au point de vue business si tu as quelque chose à offrir parce que tu as poussé à fond un domaine. Mais tu dois quand même maîtriser les domaines connexes parce qu'ils vont venir améliorer ta compréhension de ton domaine à toi. Tout à fait. Merci Christian pour ces quelques mots, ce petit passage que tu nous as fait. Je te rappelle que tu peux prendre part au groupe fermé dans lequel moi je communique avec les élèves ou mes formateurs et formatrices. Voilà, et de temps en temps, éventuellement, vous pouvez solliciter Christian sur une question en préparation physique ou autre. Voilà, ce sera avec plaisir qu'on échangera et que tu vas nous suivre pendant cette année jusqu'en fin d'année. Voilà, on essaye de se caler peut-être une petite conférence au mois de mars, on s'était dit. Voilà, quelque chose en visio. Et puis on ne sait jamais si tu passes en France. Tu as le gîte et le couvert sur Pau, dans le sud de la France. Je suis de passage à Québec au mois de juillet et août. Je viens voir Méline. Donc voilà, on essayera peut-être aussi de s'entrevoir et de se faire un petit resto avec Alex Lemay d'Expertise. Et voilà, de faire un petit repas ensemble avec tous les gens que je connais là-bas. OK? Absolument. Merci beaucoup, Christian, d'être passé. Bonne journée à toi. Bonne journée à tous. Et puis nous, on va reprendre nos cours. Merci, à bientôt. Bonne journée. Merci, Christian. Merci.